Merci beaucoup, chers membres. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler pays. Vous savez bien, c'est ici et non ailleurs. Ici, votre plateau, ici, votre espace. Merci de la confiance que vous témoignez à notre égard. Encore aujourd'hui, on se retrouve pour aborder d'autres questions d'actualité. Quelle suite donner aux accords signés à Washington, d'abord, entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, accord de paix. Jusqu'à ce jour, on semble ne pas observer une bonne évolution. Mais hier et aujourd'hui, on comprend que les tractations commencent. Et aussi l'autre accord, sinon d'autres accords que nous avons signés avec les États-Unis sur les minerais stratégiques. Question importante que nous devons aborder aujourd'hui. N'allez jamais ailleurs, chers membres. L'autre question, c'est le débat de la Constitution. Devons-nous avoir une autre Constitution ou nous devons, en tout cas, seulement toucher celle qui existe, l'amender, l'améliorer. Donc, parler en termes de révision. Merci, mais bien avant, nous avons quelques informations. La première, plusieurs femmes ont saisi ce lundi le ministre de la Justice pour exiger des poursuites judiciaires contre des propos sexistes visant la première ministre Judith Suminwa juste après sa prestation sur France 24. Nous avons compris. Beaucoup sont intervenus comme pour dénoncer qu'elle n'a pas été à mesure d'expliquer très valablement la situation des migrants. Surtout que les pays n'étaient pas indiqués. De mon point de vue, oui, elle ne pouvait qu'elle ne pas indiquer les pays. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi éviter le mécontentement de ces pays-là. On l'a reproché parce que elle n'a pas été politiquement assise de pouvoir bien répondre aux questions des journalistes. Alors, beaucoup sont montés au créneau comme pour cracher sur elle. Elle est incompétente, elle est ceci, elle est cela. Nous, ici, nous avons toujours dit qu'elle n'est pas la première ministre qui mérite d'être là dans le contexte actuel. Ce sont des critiques politiques valables. Parce qu'on ne la sent pas souvent. Certes, elle coordonne l'équipe gouvernementale, ça c'est une vérité. Les ministres travaillent dans leur secteur sur orientation de la première ministre, ça c'est une vérité. Mais cela ne voudrait pas dire que la première ministre ou le premier ministre, dans un tel contexte, ne peut pas s'engager lui-même ou elle-même, parce qu'il est question aujourd'hui d'une femme. Et de cette observation, nous avons estimé qu'elle ne méritait pas être là dans le contexte actuel. Elle peut être meilleure ailleurs. Et voilà, ces femmes ont saisi le ministre de la Justice et le ministre a dit aucun acte de haine ne sera jamais resté impuni. Aucun acte de haine ne sera jamais impuni. Alors, on va suivre l'évolution. Est-ce qu'on va ouvrir un dossier judiciaire? On verra dans les jours à venir. L'autre information, c'est aussi, nous avons suivi une autre femme, une musicienne. Nous avons suivi la vidéo où on était en train de tabasser un chauffeur par les militaires. Alors on s'est posé la question, elle avait quelle qualité pour donner un tel ordre aux militaires, à pouvoir torturer un citoyen congolais de cette manière-là. Les gens ont appelé à la justice. Et voilà, la justice s'était saisie de la question. D'abord, la dame a été au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, où elle avait d'abord pris connaissance du dossier. Et hier, elle s'est rendue avec son avocat. Et nous pensons que dans les jours à venir, on pourra ouvrir aussi le procès et nous serons fixés sur l'évolution. Voilà, chers membres, les quelques informations. Alors maintenant, analysons nos questions. Nous avons dit ici que nous avons deux questions fondamentales.
La première, c'est en rapport avec les accords que notre pays, la République démocratique du Congo, a pu signer à Washington, d'abord avec le Rwanda, accord de paix, et par la suite avec les États-Unis, accord sur les minéraux. Ça a pris beaucoup de temps. On s'est posé même la question, on commençait à s'inquiéter. Pourquoi? La semaine passée, la ministre des Affaires étrangères était à l'Assemblée nationale. Elle a présenté leur contenu, sinon les différents contenus de ces accords. L'important était de permettre que l'Assemblée nationale, le Parlement substantiellement ratifie. Et voilà, le contenu présenté par la ministre des Affaires étrangères a été, en tout cas, remis à la commission. La commission a fait son travail. Et la commission est venue avec son rapport à l'Assemblée nationale. Hier, tous ces rapports de la commission ont été adoptés par la plénière. Alors, à partir de ce moment-là, le gouvernement a le plein pouvoir de faire le suivi sur l'application de l'accord. Parce que ce qui retardait, c'est cette adoption, acceptation de ces accords par la population via ses délégués, ses représentants, les députés nationaux. Maintenant que c'est fait, le gouvernement peut maintenant commencer à exiger le respect des accords signés à Washington, d'abord avec le Rwanda et par la suite avec les États-Unis. Nous avons toujours dit que pour les États-Unis, ces accords sur les minerais stratégiques sont des accords très, très importants au regard de l'évolution du monde. Je crois que les États-Unis viennent de vivre une expérience qui, de mon point de vue, a révolutionné leur façon de voir les choses aujourd'hui. Dans le conflit avec l'Iran, on a eu l'impression que les États-Unis se sont limités quelque part sur le plan technologique. Simplement parce que l'Iran, visiblement, a eu ou continue à avoir l'appui de la Chine et chez Poutine, c'est quoi encore? De la Russie. Ces pays exploitent beaucoup de minerais stratégiques en Afrique. La Chine, particulièrement en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, c'est vrai, les États-Unis ont ces entreprises ici, mais à un moment, on a eu l'impression que c'est plus les particuliers qui exploitaient et l'État était distrait. Alors nous avons dit, maintenant qu'on a signé, on a tout compris, ils vont vouloir aller jusqu'au bout, ils ne vont pas accepter que connaissent maintenant un blocage dans l'application, matérialisation de cet accord. Nous avions aussi dit que, avant d'ailleurs, les Américains accusaient la Chine que c'est elle qui finance la guerre aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est elle qui finance le M23. Certains Américains ont déjà accusé la Chine de cette façon. Alors maintenant qu'ils viennent de vivre cette expérience en Iran, je crois qu'ils vont vouloir aller jusqu'au bout de leur logique et obtenir ces minerais stratégiques pour renforcer maintenant leur système technologique. On nous informe alors hier que les États-Unis et les Émirats arabes vont déployer sur le sol congolais plus de 15 000 hommes dans le cadre de ces accords de minerais stratégiques afin de sécuriser les entreprises qui vont venir maintenant exploiter ces minerais. Vous allez vous en souvenir, nos ministères, sinon nos ministres, notre gouvernement, dernièrement avec l'administration Trump, ont signé encore beaucoup d'accords, chacun dans son secteur, à Washington. Alors maintenant,
L'esprit de ces accords était d'identifier en même temps les entreprises américaines qui vont venir exploiter les minerais stratégiques en République démocratique du Congo. C'était avec les opérateurs américains. Alors maintenant, ces 15 000 hommes, plus de 15 000 hommes qui vont venir, selon les informations que nous avons ici, auront comme objectif de sécuriser maintenant ces entreprises. Mais ils ont ciblé au moins 22 provinces de notre pays. Parmi les 22 provinces, il faut citer aussi le Nord et le Sud Kivu. Les provinces qui sont aujourd'hui entre les mains de M23, entre les mains du Rwanda. Est-ce qu'on peut déduire et dire que c'est déjà là un bon départ? Ce serait une autre manière de le pousser à partir. Nous, on reste encore sceptiques. Nous restons encore sceptiques. Même si on peut, si on fait un bon regard, avoir l'impression effectivement que on tend vers l'application intégrale alors de cet accord de cette façon-là, mais nous émettons toujours des réserves lorsque nous savons que c'est la MONUSCO qui intervient et nous avons déjà donné ces arguments, vous savez bien, en déclarant le cessez-le-feu. Là aussi, d'autres nous ont dit, oui, Pascal, parce qu'il n'y a pas autre moyen que les militaires rwandais quittent le Congo si on ne passe pas par le cessez-le-feu. C'est le premier pas pour parvenir au retrait total des militaires rwandais du sol congolais. Alors nous disons, bravo, si c'est comme ça, c'est une très bonne chose. L'évolution de cette question, ça se stade. Mais nous avons aimé aussi le point de vue des membres de notre espace. Espérant Kayembe, je le cite. Pourquoi? Parce que son point de vue a rencontré l'attente de beaucoup d'entre nous. Il dit, c'est bien tout ce qu'on fait là, mais tant que nous n'aurons pas acheté, en tout cas les missiles balistiques, pour attaquer un jour le Rwanda, pour persuader le Rwanda, cette guerre ne prendra pas fin. Et il invite le ministre de la Défense de prendre un bon plan de guerre afin que le Rwanda recule un peu. Et lorsqu'on aura probablement menacé le Rwanda, le M23 va disparaître de soi parce qu'il va déjà comprendre qu'il va manquer maintenant de base arrière. Ça, j'ai aimé un point de vue du genre. La réalité aussi, c'est celle-là. Nous devons, de temps en temps, en tout cas fournir l'effort d'avoir des armes sophistiquées. Des armes qui vont, cette fois-là, persuader le Rwanda et pousser le Rwanda à bien réfléchir 1000 fois. Parce que jusqu'ici, le Rwanda nous regarde, ces éléments sont ici, nous ont beaucoup infiltrés, donnent des informations, donnent des rapports, connaissent la qualité des armes que nous avons. Comparativement à ce que lui a, il regarde, il dit, aujourd'hui, même si je continue à menacer la République démocratique du Congo, il n'y aura rien d'efficace qui proviendra de la RDC, du fait que, regardez ce qu'ils ont, le tableau des militaires, des armes qu'ils ont, la RDC ne saura pas faire face à mon pays. Là, c'est Paul Kagame qui fait cette lecture, probablement. Ça, c'est une évidence. Voilà pourquoi nous devons de temps en temps, bien que nous avons ces accords, bien qu'on peut avoir l'espoir, à travers ces accords, de retrouver la paix, de retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que dans l'accord, on a parlé du retrait des militaires rwandais. De l'accord, on a parlé du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. De l'accord, on a parlé du respect de la souveraineté d'un pays. Certes, ça c'est vrai. Mais depuis qu'on a parlé cela, rien n'a bougé. Parce que rien ne bouge, ça sous-entend que ça peut bien bouger que lorsque nous aussi, nous apportons un bon rapport de force. Le rapport de force signifie avoir aussi des armes essentielles, des vraies armes de guerre pour persuader aussi l'autre. C'est évident. Merci beaucoup, Espérant Kayembe, de votre point de vue. Nous avons un autre, je veux dire, un membre, mais qui est en même temps député, qui nous a fait aussi son message. C'est Crispin Bindoule. C'est lui qui a fait tomber Kamere, le député national. Il nous a fait son message pour nous parler
de la problématique du changement de la Constitution. C'est un ami, il me dit, Monsieur Pascal, nous avons la Constitution que nous avons ici. Ah oui, nous l'avons eue. Et d'ailleurs, vous êtes observateur parce que vous étiez toujours avec nous. Et effectivement, j'étais toujours ensemble avec eux aussi. Dans quelles conditions nous avons eu cette Constitution? Il me rappelle qu'à l'époque, lui était effectivement de la majorité présidentielle à son temps de côté, Joseph Kabila. Mon cher, cette Constitution mérite d'être changée. Moi, je suis de l'Est, je suis du Sud Kivu. Beaucoup de réalités que nous vivons là, vous ne les vivez pas ici. Et oui, ça peut être vrai, mais il s'agit de la République. Quelles sont ces réalités que vous vivez que nous ne savons pas? Il va substantiellement me parler des infiltrations. Tout, il faut, en tout cas, verrouiller très sérieusement cela dans la Constitution. Je dis là, vous avez touché le fond. Et vous avez raison. On a échangé longuement. Et pour lui, il faut changer la Constitution. Lui ne parle pas de la révision de la Constitution. Nous devons avoir une nouvelle Constitution. Mais aussi, laisser Tshisekedi au pouvoir tant que cette guerre n'aura pas pris fin. Je lui pose encore la question, alors pourquoi? Il me dit, la vérité est que, ici, vous ne savez pas reconnaître, ceux de l'Est là le reconnaissent très normalement, le courage qu'il a, la manière d'affronter cette question, c'est mieux d'en finir une fois avec lui que de chercher encore demain de midi à 14h inutilement. Bon, c'est votre lecture. Non, mais c'est une lecture essentielle, pertinente aujourd'hui. Mais je crois qu'il n'a pas tort. Parce que le fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'engage, nous amène à toucher la cause qui déstabilise la République démocratique du Congo. Il a évité maintenant de s'attaquer aux effets. La cause, c'est le Rwanda. Les effets, c'est le 1-23, les effets, c'est les accords avec le 1-23. Ça, ce sont des effets. Parce que si on résout directement le problème avec le Rwanda, c'est fini. Et ça, en toute réalité, Tshisekedi sait le faire. De cet angle de vue dégagé par Crispin Bindoulé, je peux dire, c'est bien vu. Et on peut chercher maintenant à pousser tous les Congolais à pouvoir voir de la même chose, de la même façon. La problématique de la Constitution, la nécessité du changement de la Constitution. Moi, je veux lui dire aussi, je lui ai dit, mais quand vous prenez l'article 10, vous ne lisez pas très sérieusement l'article 10. L'article 10 n'inclut pas les Banyamulenge comme Congolais, du fait que il ne constitue pas une ethnie de la République démocratique du Congo avant l'indépendance. J'ai vu l'autre membre aussi de notre communauté nous dire non, en RDC, nous, on n'a pas d'ethnie, nous avons des tribus. Donc, vous n'avez pas tort. Mais dans la Constitution, on a parlé des ethnies. Nous avons aussi des ethnies en République démocratique. Alors maintenant, est-ce que, la question simple que je pose de temps en temps est de savoir, est-ce que les Banyamulenge sont comptés parmi les ethnies de la République démocratique du Congo avant 60? La réponse est simplement non. Mais à partir du moment où on sait répondre que c'est non, donc, ils ne peuvent pas être comptés comme des tribus appartenant en République démocratique du Congo avant 60, et par conséquent, ils sont congolais. Donc, nous considérons qu'ils ne le sont pas du fait qu'ils ne sont pas une tribu, ils ne sont pas une ethnie de la RDC. Mais vous, vous êtes député engagé sur le débat à l'Assemblée nationale. Cette question, elle est importante. La problématique de la nationalité. Moi, je mets également sur tapis la question de mandat. Je suis parti autant de fois de mon expérience. Nous avons toujours des problèmes dans l'organisation des élections, après l'organisation des élections. Ça veut dire avant les élections et après les élections, nous avons toujours des tensions au pays et nous perdons du temps.
Nous pouvons économiser ce temps si nous faisons développer notre intelligence. J'ai aimé également le point de vue de Guy Luando Mboyo. Lorsqu'il aborde cette question de la constitution, il dit aussi, je les salue, cher ami, évitons les émotions. Faisons travailler notre intelligence parce qu'il s'agit de la vie de notre pays. La constitution que nous avons ici mérite être revue du premier article jusqu'au dernier afin de sécuriser notre pays. Et là, il est revenu pratiquement sur mes propos. Nous devons savoir sécuriser notre pays. Ce que le Rwanda fait, ce que les Nanga font là, ils trouvent des petites fenêtres. Vous prenez l'article 24 par exemple. Lui a pensé faire échec à un pouvoir. Selon lui, c'est de cette façon qu'il a cru être bien. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris l'article. La façon dont on l'a structuré également crée un peu d'ambiguïté. Dans notre constitution, il n'y a pas le concept opposition armée. Vous savez bien. Mais il faut encore couler cela clairement dans la constitution. Parce que les gens font d'amalgame. Il prend les armes, il dit, je fais l'opposition armée. Comment Nanga peut faire l'opposition armée? La constitution ne prévoit pas la prise des armes pour la conquête du pouvoir. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un prend les armes, il fait l'insurrection. Il ne fait pas l'opposition. Fait l'opposition, c'est lui qui s'oppose au programme présenté par celui qui a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Celui qui a eu la majorité de voix de la population. Son programme est présenté au Parlement. S'il estime son programme ne rencontre pas ses attentes ou sa vision, il présente un autre programme selon lui et celui-là est dans l'opposition. C'est ce que la Constitution prévoit et reconnaît. Alors, eux prennent l'article 24, ils l'interprètent autrement. Pourquoi? Parce que on l'a pas clairement structuré. Ne dites pas que Nanga et les autres là font l'opposition armée. L'opposition armée n'existe pas. C'est Fayoulé et les autres qui font l'opposition. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas d'accord avec le programme présenté par Tshisekedi qui aille la majorité de la population à travers le vote et qui aille également la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat par la suite. L'Assemblée qui a reçu le programme de son Premier ministre, qui n'est que la matérialisation de la vision du président de la République. Voilà en substance. Et donc, nous pensons maintenant qu'il est plus que logique de changer cette constitution, d'avoir une nouvelle constitution. Les gens s'opposent. Mais nous sommes en démocratie, ils n'ont pas tort aussi. Ceux qui s'opposent, nous devons aussi, vous qui soutenez la thèse du changement de la constitution, vous devez aussi les comprendre. Ayez des arguments à pouvoir les expliquer, les convaincre. Il ne faut pas les en vouloir, en fait. C'est cela le débat démocratique dans une société. Nous avons des thèses et nous avons des antithèses. Il est difficile d'avoir une thèse qui sera acceptée par tout le monde. Non. Il faut expliquer la vraie raison du changement de la Constitution. Si on peut aussi revenir aux 2 tours de l'élection présidentielle, mais c'est aussi une très bonne chose. Voilà, chers membres. Le tout nous amène à accepter la thèse du changement de la Constitution. Mais le problème, c'est que le débat tel qu'il est mené, parfois, comme a dit Guy Luando, beaucoup d'émotions, et les gens ne savent pas structurer les arguments, et on aurait l'impression que c'est un débat de la rue, et pourtant c'est un débat qui nécessite des intelligences. Alors, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici, chers membres. Nous vous remercions. Nous vous disons, nous allons nous rencontrer encore demain, autre jour, autre information. Merci.
Au revoir et à demain.